Alors, on attend beaucoup de choses. On entend parler évidemment d'intelligence artificielle, de médecine prédictive. On est quasiment déjà parfois à la télémédecine. Enfin, on commence chez nous, mais au Canada, par exemple, ou au Québec, c'est extrêmement développé. On va voir comment nous, Français, appréhendons, à tous les sens du terme d'ailleurs, cette question des évolutions technologiques. Mais je vous propose d'abord de faire un détour par l'Estonie. Alors l'Estonie, vous allez peut-être le découvrir, c'est un pays très en avance sur la digitalisation du système de santé. Là-bas, on a son dossier médical dans la poche, littéralement, puisque c'est sur sa carte d'identité que vous avez votre dossier médical. On recourt très largement aux nouvelles technologies de santé. Je vous donne un exemple. Il concerne, et en image bien sûr, il concerne le traitement du diabète. Mais la révolution médicale va encore plus loin en Estonie. À Tartu, la deuxième ville du pays, se trouve une banque d'ADN publique, la Biobank. Dans ces cuves, l'ADN de milliers d'Estoniens est précieusement conservé à moins 192 degrés. C'est un endroit unique au monde. Une banque de données nationale où l'on développe la médecine prédictive. La médecine prédictive a changé le quotidien de milliers d'Estoniens, comme celui d'Heidi Motus. Grâce à l'étude de son génome, cette femme a découvert une forte prédisposition au diabète. Elle a donc décidé de réagir en conséquence. Mes résultats de la biobanque m'ont fait réfléchir. J'ai commencé à faire du sport. Je fais de la marche 3 fois par semaine, à raison de 8 km à chaque sortie. Cela a beaucoup amélioré mon bien-être. J'ai plus d'énergie. Et je veux faire plus. Je peux faire encore plus pour améliorer encore mon état de santé et fortifier mes muscles. En plus d'une activité physique renforcée, Heidi a aussi décidé de changer son mode d'alimentation. J'ai acheté ce livre où il y a beaucoup de recettes végétariennes. Ça purifie l'organisme. J'ai changé d'alimentation et de niveau d'activité physique parce que je veux vieillir de manière saine. Je ne veux pas, quand je serai vieille, souffrir de différentes maladies, comme les maladies cardiovasculaires. Je pense que tous les Estoniens devraient demander leur test génétique à la biobanque et faire un don de sang pour savoir quelles sont leurs maladies familiales et quelles sont les conséquences. Comme Heidi Motus, les Estoniens sont de plus en plus nombreux à donner leur ADN. J'allais dire, dites ça à des Français. Ça paraît un autre monde quand même quand on regarde ce reportage, mais c'était intéressant de le regarder, évidemment d'en parler maintenant. Peut-être, Jean-Daniel, d'abord, est-ce que nous, on est prêts à ça? Est-ce que les Français disent, mais oui, allons-y, l'intelligence artificielle, la médecine préventive en français, dans notre santé, on est preneur? Et je crois que la réponse était un peu dans votre introduction. Donc non, on n'y est pas prêt et surtout on ne connaît pas. Ça, c'est le premier aspect. Ouais. Quand on regarde globalement, parler aujourd'hui de médecine prédictive, c'est s'exposer à avoir en gros un Français sur 10 seulement qui déclare qu'il sait précisément ce dont il s'agit. Et même le fait de pouvoir déclarer qu'on sait précisément, c'est peut-être un peu plus supérieur à la réalité. Donc c'est un terme qui n'est pas encore présent vraiment dans l'espace public, qui n'est pas vraiment présent dans le débat public, et donc qui est fait que globalement, il y a une immense majorité de Français qui ne sait pas précisément ce dont il s'agit. Alors, lorsqu'on leur donne une définition de ce que peut être la médecine prédictive, leur demander, imaginons que vous que vous soyez au courant que vous avez un risque important au cours des prochaines années de pouvoir contracter une maladie ou développer une difficulté en matière de santé. Est-ce que vous aimeriez savoir ou est-ce que vous n'aimeriez pas savoir ? De but en blanc, on a une majorité de Français, mais qui n'est pas une majorité écrasante, qui déclarent en fait que oui, ils aimeraient savoir, vous le voyez, 61%, un gros tiers déclarant qu'ils ne préféraient pas savoir. Donc on a ce regard qui fait que... Ambivalent, avec plus des jeunes que des personnes âgées en fait, qui souhaitent de manière globale savoir, mais qui n'est pas forcément dans une confiance absolue
dans ce que peut être aujourd'hui la médecine prédictive et sa véracité. D'ailleurs, on va le voir par la suite, qu'il y a des doutes majeurs qui existent chez nos compatriotes. Le premier aspect, on a 9 personnes sur 10 qui pensent en fait qu'il y a des risques qui sont liés à l'utilisation des données génétiques issues de la médecine préventive. Donc on n'a pas encore aujourd'hui... Donc la banque d'ADN, c'est pas pour nous pour La l'instant. banque d'ADN n'est pas là. On n'a pas encore une forme de CNIL, entre guillemets, qui existe en la matière et qui pourrait rassurer les Français. Parler de génétique, parler d'ADN, aujourd'hui, dans la cité française, c'est générer en fait des interrogations ou des inquiétudes qui sont des inquiétudes majeures. Et il existe, à leurs yeux d'ailleurs, tout un tas de risques. Les premiers risques, en fait, c'est un risque de dérive scientifique. Il y a un risque concernant le contrôle de la reproduction humaine ou qu'il y ait des erreurs possibles sur l'état de santé des individus et qui, aujourd'hui, freinent la possibilité de pouvoir recourir à cette forme de médecine prédictive. Et puis, le dernier aspect, des acteurs dans lesquels, aujourd'hui, qui apparaissent comme étant manifestes et auxquels on ne va pas faire confiance, ça va être, on va le voir sur le tableau suivant, les GAFA, les entreprises à des fins commerciales et également les employeurs des banques ou des assureurs avant la signature d'un contrat ou d'un emprunt, ce qu'on voit dans d'autres types de registres aujourd'hui et qui se manifeste à ce niveau-là. Donc, ce qui renvoie au privé et ce qui renvoie à l'utilisation d'une donnée intime génère des interrogations, Mes données des de doutes santé. et des crispations fortes. Je suis prêt à les mettre sur Facebook, mes données, mais mes données de santé, pas touche. Parfois, ils peuvent le faire et ne soit pas s'en rendre compte, soit Ouais. oublier qu'ils l'ont fait. Ouais. Absolument, ça c'est Ouais. vrai. David, oui, on oublie, c'est pratique parfois. C'est pratique, faut c'est se le très dire. David Gruson, on y va là ou on n'y va pas à cette médecine prédictive Alors, on y va, mais effectivement, à la fois votre reportage et l'étude, le sondage met effectivement la focale sur un domaine très spécifique de déploiement de l'intelligence artificielle en santé, qui est le recours aux données génomiques. C'est un domaine sensible, qui suscite un certain nombre d'inquiétudes, de questionnements, qui est source aussi d'avancées tout à fait considérables sur le plan de la santé du quotidien, mais sur le plan aussi de la recherche, pour comprendre les Vous nous dites c'est une bonne chose. Regardez ce qui se passe à quelques mètres d'ici à l'Institut hospitalo-universitaire Imagine. On va aller, à partir de l'exploration de bases de données génomiques, et comprendre les causes de pathologies de l'enfant, comme les ciliopathies rénales. Mais la focale mise sur la génomique, je pense, déplace un peu le débat. D'accord. L'intelligence artificielle, elle peut être beaucoup plus présente au quotidien. Elle l'est, en fait, déjà concrètement, possiblement. La médecine du futur, c'est la médecine d'aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, dans toute une série de segments d'intervention d'acteurs de la protection complémentaire comme AG2R, l'accès au programme que vous développez dans les branches pour la prévention, vous avez aujourd'hui des solutions tout à fait au point. Vous parliez de programmes sur le diabète pour aller interpréter des clichés de fond d'œil, pour diagnostiquer la rétinopathie du diabète, qui est une maladie à spectre très large, puisqu'elle concerne 50% des patients atteints de diabète de type 2. Premier exemple. Deuxième exemple, on parlait du domaine dentaire tout à l'heure. Le programme qu'on accompagne avec Etikia pour l'UFSBD, l'Union des dentistes, un programme d'IA qui va aller, à partir d'une vidéo prise dans la bouche du patient, redresser l'image sous forme de panoramique dentaire pour aller détecter le risque carieux et le risque inflammatoire. Vous voyez, pareil sur le traitement des mammographies, des cas d'usage absolument considérables pour améliorer l'effort de prévention qui n'ont rien à voir avec le traitement de données génomiques. Mais il n'empêche, et ça l'enquête le montre, que tout ceci soulève un certain nombre d'enjeux éthiques. Notamment mes données. À qui je confie mes données? Finalement, est-ce que je les confie à G2R La Mondiale? Est-ce que je les confie à Amazon? Est-ce que je les confie à la Sécu? Il faut voir, à qui je fais confiance? On l'a dit tout à l'heure. Il faut voir d'où on part et où on va. On est en Europe, l'Estonie aussi. Et on bénéficie en France et en Europe du cadre de protection juridique des données de santé le plus fort au monde, avec le règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur il y a 2 ans et demi maintenant, et qui a été une avancée. Et là, il y a une deuxième avancée qui arrive, et pour laquelle la France a été à l'avant-scène, c'est on a mis en place un cadre, on est en train de mettre en place un cadre de régulation du recours à l'intelligence artificielle, qui est déjà en vigueur dans la loi de bioéthique, qui est entrée en vigueur cet été en France, et qui est incorporé dans l'article 14 du projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle. Donc vous dites, en gros, on est prudent, on est éthique, mais on ne crie pas non plus haro sur le baudet. Oui, quand je dis le baudet, c'est les GAFA. Et soyons concrets, vous allez voir ce qu'il y a dans ce dispositif. 2 points, l'information du patient sur le recours à l'intelligence artificielle dans sa prise en charge. Et le deuxième point qui est essentiel, fondamental, l'idée d'une garantie humaine.
L'idée qu'il va falloir, quand on utilise des traitements algorithmiques, dans la prise en charge des patients, mais aussi dans le sein même des organismes de couverture du risque, les traitements algorithmiques que vous utilisez pour porter vos programmes de prévention devront faire l'objet d'une garantie humaine. Qu'est-ce que c'est ? Une supervision par des professionnels, des représentants des patients, dans la phase de conception de l'algorithme et dans son application en vie réelle. On en est maintenant à une dizaine de démonstrateurs de ces collèges de garantie humaine qui vont aller piloter l'IA, la suivre dans un cadre traçable, auditable par le régulateur national et européen. Et il faut faire attention à un dernier point, qui est le risque de surréglementation. Ça a été évoqué, la réglementation vous impacte. On est déjà au niveau juridique le plus fort en France et en Europe. Le cadre par la garantie humaine est repris aux États-Unis. Nos concitoyens nous ont montré dans la crise que si l'innovation était trop complexe à diffuser en France et en Europe, ils n'avaient plus d'hésitation pour se tourner vers des outils conçus ailleurs, dans des cadres moins éthiques que le cadre français et européen. Donc, trouvons le bon curseur. Soyons modernes et soyons éthiques. C'est l'idée de régulation positive. C'est votre idée. Vous vouliez réagir ? Et puis je voulais me tourner vers Philippe Dabat. Brièvement. Très brièvement, mais ça demanderait beaucoup de développement. Oui, c'est passionnant, c'est vrai. Alors, tout d'abord, peut-être 3 points que je vais essayer de faire très rapide. Le premier, c'est effectivement l'exemple que vous avez pris, c'est de la médecine prédictive. Ça va dans quelque chose de beaucoup plus large qu'on a appelé dans la littérature la médecine des 4 P, qui est maintenant devenue la médecine des 5 P, préventive, prédictive, personnalisée, participative et basée sur les preuves. Moi, j'aime pas trop ces termes de médecine des 5 P parce que ça enlève le côté santé. Parce que c'est pas que de la médecine. C'est derrière aussi voir comment on peut, y compris sur les aspects de prévention, être beaucoup plus présent. Le deuxième point, c'est, David l'a dit, c'est les aspects éthiques sont quand même fondamentaux. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de freiner des évolutions qui sont et peuvent être extrêmement positives pour les personnes ou pour les populations, mais c'est dans quel cadre ça se fait, comment les personnes sont informées, comment collectivement elles participent à ça, et comment aussi elles prennent les décisions, parce que y a des sujets... est-ce que, par exemple, on donne de l'information à quelqu'un qui a une maladie incurable ? Jusqu'où on va. Et donc là, il y a quand même un certain nombre d'éléments. Et puis le dernier point, sur lequel quand même je voudrais insister, c'est la demande paradoxale des personnes. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens veulent le plus possible de technicité et pour leur bien-être, mais ils veulent aussi le plus possible d'humanité. Et il va falloir, et à mon avis, c'est l'enjeu de tout ce qui va se passer dans les prochaines années, être capable de conjuguer cette modernité qui est, encore une fois, qui peut être extrêmement positive pour les personnes, à ce besoin de plus en plus fort d'humanité à travers l'accompagnement des personnes, que ce soit pour les soins, que ce soit pour la prévention ou pour des personnes en dépendance. Philippe Dabat, je vais prendre 1 minute. On est en léger débord, mais c'est pas grave. On va faire avec parce que c'est passionnant. Pour vous poser 3 questions avec des réponses relativement rapides, vous comprenez pourquoi. D'abord, comment vous, à G2R La Mondiale, vous pouvez combattre cette méfiance qui a été manifestée par les Français dans l'étude de Jean Daniel ? Alors c'est essentiel et je redis ce sujet du cadre juridique sur les informations de santé avec le secret autour de ces informations. Nous, complémentaires, nous n'avons pas le droit d'utiliser les informations de santé de l'individu pour lui dire voilà le tarif ou éventuellement résilier le contrat si la personne est en mauvaise santé. Vous êtes un payeur aveugle. Exactement. On dit de nous qu'on est un payeur aveugle. C'est-à-dire que quand on rembourse derrière la sécurité sociale, nous avons un flux qui nous dit le taux de remboursement, mais ça ne nous dit en aucun cas la pathologie ou la nature des médicaments qui ont été pris. Et c'était à la fois essentiel pour la confiance, mais c'est aussi un sujet quand on veut se lancer dans des programmes de prévention. Parce que du coup, il n'est pas question de faire des programmes de prévention individualisés. Nous n'avons pas accès à la pathologie de la personne, mais bien on cible des programmes avec des populations assez larges. Quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'exercice physique, ou quand David prenait l'exemple des maladies professionnelles, nous sommes sur des dizaines ou des centaines de milliers de personnes pour améliorer globalement l'état de santé. 2 questions. La médecine prédictive, c'est oui, c'est non pour AG2R La Mondiale ? Alors nous, c'est non. On ne veut pas favoriser des tests qui détermineraient
comme dans l'exemple qu'on a vu, 5 ans à l'avance, le risque d'arriver de telle ou telle pathologie, parce que ça reviendrait à dire, vous avez un génome qui me dit que vous serez en bonne santé dans 5 ans, donc je vous fais payer moins cher, ou alors, désolé, pas de chance, vous avez un génome qui dit que vous allez vraiment être en mauvaise santé, donc vous allez payer plus cher. Ça reviendrait à une approche totalement à deux vitesses, et ce serait totalement opposé à notre éthique et à notre vision de la mutualisation. Est-ce qu'en revanche, vous imaginez de rembourser des suivis digitaux, par exemple, par l'intelligence artificielle, oui, ou grâce à l'intelligence artificielle et aux data? Oui, tout à fait, parce que là, on serait dans un dispositif établi avec un suivi médical, prescrit par un médecin, avec un impact thérapeutique qui a été démontré, probablement qui serait répertorié par la sécurité sociale, avec ce qu'on appelle la fameuse nomenclature, donc prescrit par le médecin, et donc ce serait tout à fait logique de contribuer au financement de la partie qui ne serait pas remboursée, donc oui. Très clair. Merci beaucoup. Je vais remercier en particulier Jean-Daniel Lévy qui nous a éclairé encore une fois sur la manière dont les Français voient leur santé. Je remercie également David Giovannuzzi. Et puis je vais inviter les autres, à moins que David Gruson vous ayez besoin de filer. Mais sinon, je vous propose de rester avec nous également pour la deuxième partie de cette émission consacrée à 2 initiatives très concrètes en matière de prévention santé. C'est notre nouveau module, tandis que David Giovannuzzi se glisse sous la caméra, qui s'appelle « Accompagner au quotidien ».